Mokgweetsi Masisi, reconduit dans ses fonctions de président du Botswana après la victoire de son parti aux législatives du 23 octobre, a officiellement prêté serment ce vendredi, en l'absence de son prédécesseur, Ian Khama. Une marée humaine s'est répandue dans les rues de la capitale algérienne au 37e vendredi consécutif du Irak, ce 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. L'armée malienne a essuyé ce vendredi une de ses plus grosses pertes depuis plusieurs années avec la mort de 53 soldats et d'un civil. C'était dans une attaque terroriste contre un camp militaire à Indelimani. Voilà pour les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, reconduit dans ses fonctions après la victoire de son parti aux législatives du 23 octobre, a officiellement prêté serment ce vendredi à Gaborone, une cérémonie qui a compté la présence de nombreux chefs d'État de la région, mais en l'absence remarquée de son prédécesseur Ian Khama, avec qui il entretient des relations exécrables. Selon le programme officiel de la cérémonie organisée dans un stade de la capitale, Ian Khama était attendu, mais l'ancien chef de l'État ne s'est pas présenté. Une guerre fratricide oppose les deux hommes, tous les deux issus du Parti démocratique du Botswana, BDP, qui dirige le Botswana depuis l'indépendance en 1966. Ian Khama accuse Masisi, son ancien vice-président, de dérive autoritaire et a appelé lors des élections d'octobre à voter pour l'opposition. Le BDP l'a cependant largement emporté aux législatives et Masisi a conservé son poste. Dans son discours vendredi devant plusieurs milliers de ses partisans, le président s'est engagé à lutter contre la corruption, l'occasion de s'en prendre sans le citer à son prédécesseur empêtré dans une affaire de corruption. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons espérer améliorer la prestation des services ni atteindre aucun de nos objectifs nationaux si nos cadres institutionnels ne sont pas solides, transparents, responsables et exempts de corruption. Ian Khama, un de ses proches et une femme d'affaires sud-africaine sont soupçonnés d'avoir détourné plus de 100 milliards de pula, soit 8 milliards d'euros de fonds publics. L'ancien président a jugé jeudi ces allégations ridicules. Au Malawi, nous irons à la découverte d'une femme en croisade contre la corruption. Martha Chizuma, qui est devenue le porte-drapeau de cette lutte, a été nommée médiatrice de l'État par les députés fin 2015 pour un mandat de 5 ans renouvelable. Une seule fois, deuxième femme à occuper ce poste à 36 ans à l'époque. Autant dire que peu d'autorités au sommet de l'État lui ont alors prêté attention. We know how bad things are in the country. How rampant corruption is. Nous savons à quel point les choses vont mal dans le pays, à quel point la corruption est endémique, si bien que lorsque vous commencez à en parler, et pas seulement en s'y opposant, mais juste faire quelque chose pour y remédier, vous devenez en quelque sorte une voix isolée. Do this at the right time. You become a lone voice in a way. But if all of us can do the right things, si nous pouvons tous prendre les bonnes décisions, si tous les fonctionnaires publics font ce qu'ils sont censés faire, tous les organismes publics font ce qu'ils sont censés faire pour servir le public, alors nous créerions un environnement propice à quelque chose d'extraordinaire, un environnement où les gens peuvent innover dans l'agriculture ou les technologies, des innovations dans lesquelles les gens ne sont pas écrasés par la corruption ou le népotisme. Or nepotism, or coming from the background that I'm coming from. Vu mon éducation, j'ai toujours été une défenseur de la justice sociale. La raison pour laquelle j'ai fait du droit, c'est que je voulais vraiment essayer de faire quelque chose. Je viens d'un milieu modeste. Je voulais voir si je pouvais utiliser la loi pour rendre justice. Quand je fais ça, je dors beaucoup mieux. When I do that, I sleep much better. Okay?
Le Parlement béninois a adopté ce vendredi une révision constitutionnelle prévoyant qu'un président ne pourra faire plus de 2 mandats dans sa vie, limitant à 3 le nombre de mandats législatifs et créant un poste de vice-président, un vote qui intervient dans un contexte de crise politique. La très attendue plénière destinée à l'examen des propositions de loi issues des recommandations du dialogue politique a bel et bien eu lieu jeudi à l'Assemblée nationale du Bénin. La loi d'amnistie a très vite été adoptée. Le président du Parlement a ensuite annoncé la loi portant modification de la Constitution et ce, en procédure d'urgence. Avec une majorité totale à l'Assemblée nationale et sans aucune minorité de blocage, la mouvance présidentielle n'a pas eu de problème pour faire passer comme une lettre à la poste la révision constitutionnelle. La mise en œuvre effective de 2 principales recommandations du dialogue politique nécessiterait une modification de la loi fondamentale du Bénin. Il s'agit d'une discrimination positive en faveur des femmes et de l'organisation des élections générales. La révision se repose donc officiellement sur ces éléments. Mais il faut attendre de prendre connaissance avec le contenu de la proposition de loi pour avoir une idée claire des intentions des députés de la 8e législature. La Constitution du Bénin, adoptée en 1990, a subi son premier toilettage dans la nuit du jeudi 31 octobre au 1er novembre 2019. Après 2 échecs sous la présidence de Adrien Ngbeji, c'est finalement sous la 8e législature, dirigée par Louis Blabonou, que la réforme a abouti. Il a d'ailleurs dit être très heureux et remercie le Seigneur pour cette grâce. Élection en République démocratique du Congo de la députée Janet Kabila à la tête de la stratégique commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. La présence de la sœur jumelle de l'ex-président congolais vient renforcer le contrôle de ce secteur par le clan Kabila. Les précisions. Le Front commun pour le Congo, la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, a obtenu la direction de 6 commissions, notamment de la stratégique commission défense et sécurité à l'issue des élections, d'après les documents publiés jeudi par le bureau de l'Assemblée nationale. Cette commission sera présidée par Janet Kabila, jumelle de l'ancien chef de l'État, qui sera secondée par l'ancien ministre de la Défense, Crispin Atama Tabé. Le FCC a aussi pris la direction des commissions politiques, administratives et juridiques, ainsi que de celle des relations extérieures, laissant à son partenaire de la coalition gouvernementale CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi la présidence de la commission économique et financière. 3 postes de président de commission parlementaire sont réservés aux élus de l'opposition. Minés par des divergences, les principales plateformes d'opposition ne se sont pas encore accordées sur une liste commune d'animateurs à proposer, d'après le bureau du rapporteur de la Chambre basse. Dans le gouvernement de coalition FCC-Cash, le ministère de Défense est occupé par un pro-Kabila, ancien ministre des Hydrocarbures et de la Défense sous Kabila. Une marée humaine s'est répandue dans les rues de la capitale algérienne Alger au 37e vendredi consécutif du mouvement de contestation Irak pour réclamer une nouvelle indépendance, 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. Reportage. L'absence de comptage officiel ou indépendant et la topographie rendaient impossible le dénombrement des manifestants. Mais en ce 37e vendredi consécutif de manifestation, la mobilisation était similaire à celle constatée au plus fort du Irak, le mouvement de contestation inédit du régime dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février. Avant de commencer à se disperser sans incident en fin d'après-midi, l'énorme cortège a progressé très lentement durant plusieurs heures dans les rues noires de Monde autour de la Grande Poste, bâtiment emblématique au cœur d'Alger, est devenu le lieu de rassemblement des manifestations hebdomadaires. Nous espérons que les prisonniers arrêtés seront relâchés, en particulier ceux qui ont été arrêtés au début des manifestations. J'ai 25 ans, je suis diplômé en 2e année de maîtrise et je travaille comme chauffeur de VTC. Nos frères et amis sont partis clandestinement. Il ne reste rien.
Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, tout juste créé, déclenchait la révolution algérienne et la lutte armée pour l'indépendance avec une série d'attentats simultanés sur le territoire algérien. Décrétée fête de la Révolution, la date est fériée en Algérie. Ils étaient nombreux à être venus d'autres régions malgré les embouteillages dus aux nombreux points de contrôle de gendarmerie aux entrées d'Alger ou l'absence totale vendredi de train vers la capitale. Nous sommes sortis aujourd'hui pour l'indépendance. Nos parents et nos grands-parents ont arraché l'indépendance en 1962 et nous devons faire de même en 2019. Tous les habitants de la capitale sont ici pour se tenir à nos côtés. Nous sommes entrés illégalement dans la capitale, malgré les barrages de nuit mis en place par la police la veille des manifestations. D'importantes manifestations se sont également déroulées dans de nombreuses villes du pays, selon des médias en ligne et les réseaux sociaux. Annoncé en titre, l'armée malienne a essuyé ce vendredi une de ses plus grosses pertes depuis plusieurs années, avec la mort de pas moins de 53 soldats et d'un civil. C'était dans une attaque terroriste contre un camp militaire à Indelimane, près de la frontière avec le Niger. À la suite de l'attaque de la position des forces armées maliennes à Indelimane, les renforts dépêchés ont retrouvé 54 corps, dont un civil, soit 53 soldats tués, a annoncé le ministre de la Communication, Yahya Sangaré, vendredi soir sur Twitter. Sangaré a également fait état de 10 rescapés et de dégâts matériels importants à Indelimane, dans la localité d'Ansongo, dans le secteur de Menaka. Avec l'attaque de vendredi, l'armée malienne subit une de ses plus lourdes pertes depuis plusieurs années. 40 soldats avaient été tués dans 2 assauts djihadistes le 30 septembre à Boul-Kessi et le 1er octobre à Mondoro, localité située dans le sud du pays, près du Burkina Faso, selon un bilan d'un responsable du ministère de la Défense. Plusieurs sources estiment que ce bilan officiel de 40 morts a été sous-évalué. L'attaque à Indelimane n'avait pas encore été revendiquée vendredi soir. Les circonstances de ce nouveau revers militaire n'ont également pas été précisées. Le gouvernement malien a pour sa part fait savoir vendredi soir qu'il condamnait cette attaque terroriste qui a fait des morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels du côté des forces nationales de défense et de sécurité, selon un communiqué antérieur distinct qui ne donne pas de bilan précis. Des soldats maliens étaient également portés disparus vendredi, a indiqué une source militaire. Les démocrates formalisent la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Ils ont procédé au vote d'une résolution à la Chambre des représentants. Donald Trump n'a pas tardé à réagir. La Chambre des représentants aux États-Unis a procédé ce jeudi à un vote crucial dans la procédure de destitution menaçant Donald Trump. Les démocrates ont adopté une résolution donnant un cadre formel aux investigations par 232 voix favorables contre 196. Les élus se sont donc très largement conformés aux consignes de leur parti à l'exception de 2 démocrates. Le vote intervient plus de 20 ans après celui ayant ouvert une telle procédure contre Bill Clinton. C'est notre démocratie qui est en jeu, a affirmé dans l'hémicycle la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, tenant à donner à cet événement rare une tonalité solennelle. Le chef démocrate de la commission de renseignement, qui co-dirige l'enquête, a affirmé qu'ils assument ce devoir avec le sérieux qu'ils méritent. Suivant apparemment le vote de très près, Donald Trump a très rapidement dénoncé la plus grande chasse sorcière de l'histoire américaine. Le 24 septembre, Nancy Pelosi avait décidé d'engager son parti sur la voie périlleuse de l'impeachment mise en accusation du président après des révélations sur un appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien Zelensky au cours de l'été. Lors de cet échange, le président républicain avait demandé à son interlocuteur de se pencher sur son rival démocrate Joe Biden et les affaires de son fils en Ukraine. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.